Nous sommes aujourd'hui à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un de nos clients de longue date que nous accompagnons pour transformer les opérations Food and Beverage. Et nous allons rencontrer ici au Food Lab Bruno Rossignol, un front-runner, un homme passionnant qui va nous aider à comprendre comment les entreprises les plus innovantes travaillent sur un des sujets les plus passionnants de la décennie pour transformer leurs opérations Food and Beverage, réduire leur impact environnemental sans compromettre le plaisir et le goût dans nos assiettes et nos verres. On y va? Bruno, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à l'EPFL. En quelques mots, qui est Bruno Rossignol et comment est-ce que tu es arrivé en Suisse? Comment je suis arrivé en Suisse et qui je suis? Alors, je suis un cuisinier qui a 30 ans, un peu plus de 33 ans maintenant d'hôtellerie-restauration derrière lui. Et puis, comment je suis arrivé en Suisse? Finalement, je suis arrivé tout banalement. Je devais partir faire les JO à Albertville avec des équipes. Je me suis retrouvé à Neuchâtel à faire une saison d'hiver. Donc, bon an, mal an, j'ai suivi quelques années encore en Suisse. Et puis après, je suis parti dans une vingtaine de pays au monde travailler. J'ai fait des périodes où je suis revenu en Suisse pour finalement m'y installer, rencontrer mon épouse, y construire ma famille. Et puis, j'ai eu l'occasion de continuer mon cursus dans les étoilés Michelin, Palace, 4 étoiles, 5 étoiles, faire beaucoup de formations continues qui m'ont emmené jusqu'à l'université de chimie à Neuchâtel pour comprendre finalement qu'est-ce que je faisais dans cette cuisine. Puis j'ai enseigné quelques années à l'école hôtelière de Lausanne. Je travaille aussi beaucoup avec le monde des athlètes olympiques. Depuis 2004, je travaille avec plusieurs équipes olympiques au niveau de leur nutrition. Et puis, j'ai fait 2 ans au HUG où j'ai travaillé sur la fermeture d'une cuisine et puis la réouverture d'une grande cuisine de production. Finalement, en travaillant aussi sur de la mastication, sur de la cancérologie, et puis sur de la livraison de repas, écologie durable. Et puis, j'ai eu un poste de chef exécutif entre deux aussi pendant plus de 6 ans, 7 ans chez SV Group, un groupe de restauration qui a une centaine d'années, qui a été fondé par une femme, à la base qui était pour emmener de la nourriture pour les soldats sur le chemin de guerre, à vrai dire. Et me voilà arrivé à l'EPFL avec la mission de revoir tout ce qui se mange de la graine à l'assiette. Waouh, super, waouh. Quel beau parcours, en tout cas, vraiment très inspirant. On a entendu vraiment des mots-clés extrêmement importants, un parcours très riche qui va vraiment de l'assiette en termes de vos compétences ou tes compétences de cuisinier. Il y a une certaine évolution aujourd'hui dans l'alimentation. Si on devait expliquer, ou si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans ton rôle à l'EPFL aujourd'hui et le projet que tu portes, comment tu expliquerais aujourd'hui à un enfant de 5 ans ce projet? Comment j'expliquerais à un enfant de 5 ans? Je lui dirais qu'aujourd'hui, on a malheureusement pris les mauvaises habitudes. À lui, on lui donne de bonnes habitudes. On lui dit qu'il faut manger des légumes, on lui dit qu'il faut manger équilibré, on lui dit qu'il faut manger des produits laitiers, etc. Et puis nous, on a fait tout l'inverse de ça. On est parti à manger n'importe quoi, n'importe quelle saison. Et puis que pour une fois, les grands, ils n'ont pas bien fait. Et puis qu'ils doivent retendre le cadre pour pouvoir dire que dans le futur, on va lui apporter un meilleur monde. Et puis on va essayer de lui aussi apporter des bases qui soient saines et sereines pour l'évolution de sa personne au niveau de sa santé, au niveau de la durabilité, au niveau du monde où il va vivre finalement. Puisque je lui dirais que finalement, la façon qu'on a consommé, nous, les 40-50 dernières années, c'est plus possible. On a malheureusement vécu dans un luxe qu'on n'avait pas le moyen de se le payer. Et puis qu'on doit lui redonner, quand on ne sera plus là, un monde sur lequel il pourra continuer à vivre et correctement manger. Ah, superbe explication. Du coup, comment est-ce qu'est né ce projet à l'EPFL? Qui a vraiment lancé? Quelles sont les différentes organisations ou partis qui ont lancé ce projet, ce palais? La genèse de ce projet, finalement, elle ne vient pas de moi, elle vient de 2017. La Confédération signe les accords de Paris et puis s'oblige à balayer finalement devant sa porte. Donc elle dit qu'elle va travailler sur son impact carbone, sur la diminution de son CO2, avec tout un tas de sujets autour de celle-ci. Elle doit monter jusqu'en 2030 des plans d'action pour pouvoir mettre des mesures en place qui vont lui permettre de réduire
cette partie de CO2, elle balaye devant sa porte jusqu'en 2030, puis elle donne la mission au canton finalement de le faire jusqu'en 2050. Puis pour ça, elle met en place justement des plans climat dans chaque endroit où finalement elle se trouve, donc le PFL et puis d'autres institutions encore qu'elle maîtrise. Et puis voilà l'origine de ce projet. Moi j'arrive en 2019 avec la mission justement de réformer tout ce qui se mange de la graine à l'assiette. Et puis pour pouvoir arriver à ça, on fait une analyse du terrain pendant les 6 premiers mois. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les étudiants, on va rencontrer les doyens, les professeurs, la direction, puis de prendre le poumon finalement de ce qui se mange ici. Où est-ce qu'on en est finalement? Quel est l'état des lieux de cette restauration? Et aujourd'hui, on a fait un constat pendant les 6 premiers mois, puis au fur et à mesure de ce constat, on a engagé des gens, on a engagé des startups de l'école, on a engagé des entreprises extérieures, des KPI, qui aujourd'hui nous ont permis de pouvoir monter cette stratégie de restauration. Wow, ok. Ça a l'air vraiment très très scientifique. D'ailleurs, on est à l'EPFL, une des institutions scientifiques vraiment de grande renommée dans ce monde. Est-ce qu'il y a eu une méthodologie derrière avec qui, par exemple, vous avez créé justement les premiers jalons de ce projet, cette méthodologie scientifique, ou comment est-ce qu'on pourrait s'imaginer le lancer ailleurs? Oui, il y a une méthodologie. Finalement, on a basé notre future stratégie au moment où on analysait le terrain. Finalement, on écrivait en même temps cette stratégie 2030. Et puis pour ça, comme je viens de le dire, on a engagé différentes entreprises et puis startups qui sont spécialisées dans des domaines justement où on trouve de la nutrition, on trouve le déchet, on trouve toute la partie achat, on trouve toute la partie fluide, etc. Et puis finalement, en engageant ces gens et en travaillant, on leur donne une mission de base, c'est d'optimiser la nutrition dans le futur avec NutriMenu, de calculer les déchets avec Kitro, où on a une balance intelligente, où on met une mode poubelle avec une caméra dessus, tout ce qui tombe dans cette poubelle est flashé et on envoie des informations derrière. On utilise ces informations pour diminuer notre impact CO2, diminuer nos déchets, optimiser ce qui va dans les plats, etc. Avec Belong, la même chose, on calcule chaque mois, on reçoit chaque facture de chaque fournisseur, de chaque restaurateur. C'est aussi énormément de travail pour eux, ce qui nous a permis de construire finalement la valeur de notre impact CO2 ici sur la restauration. Et puis on a Quantis encore qui a rejoint notre équipe, qui a là 2 casquettes. Finalement, Quantis, lui, vient calculer toute la partie CO2 sur les fluides qu'on utilise en cuisine. Et dans les restaurants, on a mis plus de 400 compteurs dans les restaurants et cuisines de l'école. Et puis, Quantis vient agréger finalement tous ces chiffres de toutes ces entreprises. Donc, je ne les cite pas tous malheureusement, ils m'excuseront. Ils sont nombreux autour de notre projet. Mais finalement, Quantis a cette double casquette qui vient agréger ces chiffres. Ils ont chacun une mission donnée, nutrition pour NutriMenu, Belong pour tout l'impact CO2 au niveau des achats, et puis Kitro pour toute la partie déchets, et puis d'autres encore qui sont venus pour Campus Express qu'on est en train de monter, et d'autres systèmes. Tout ça a fait que finalement, on a pu construire notre stratégie 2030 avec eux, mettre en place déjà ces outils de mesure, et avec ces outils de mesure, créer les premières mesures qu'on a imposées dans la restauration ici à l'école. On n'a plus d'huile de palme, on n'a plus de monosodique, on a remis en place des calendriers de saison. Vous ne trouverez pas d'asperges ici en plein mois de janvier, pas de fraises au mois de février, parce qu'il n'a plus de sens. Et puis, en faisant ces mesures et en les mettant en place avec les restaurateurs, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des objectifs et puis on suit et on soutient ces objectifs avec les compagnies qui nous entourent aujourd'hui. Wow. Est-ce qu'on peut revenir un peu en amont de ce projet? Quelle est l'évolution aujourd'hui et puis les besoins en fait dans les évolutions, les envies des étudiants ou du staff de l'école en termes d'alimentation, de nutriments? Quelle est cette évolution? Comment est-ce qu'on peut la qualifier? C'est intéressant votre question parce que finalement, comme je l'ai dit en préambule, on a fait un état des lieux de la maison. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'au niveau nutritionnel, on était complètement out. Au niveau des déchets, on était complètement out. De nos achats, on était complètement out. Puis en rencontrant tous nos clients, finalement, on s'est aperçu d'une chose, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'exemple de l'enfant de 5 ans. Qu'est-ce que nous disaient les étudiants? Les étudiants, ils nous disaient 2 choses. On ne va pas consommer comme vous avez consommé les 40-50 dernières années. On veut savoir ce que vous mettez dans notre assiette et on veut être en bonne santé avec ce qu'on va manger chez vous. Puis il y avait encore une dernière partie qui était assez drôle, c'était on ne voyagera même pas de la même façon que vous. Ça, c'était intéressant. Puis, il y avait la valeur économique, parce que ça, c'est une valeur qui n'est pas négligeable non plus pour un étudiant qui finalement, je me souviens d'une étudiante qui venait de Belgique qui me disait que moi, j'ai 40 francs par semaine pour manger. Donc, la valeur économique était importante aussi. Et je vous expliquerai après comment on a aussi travaillé sur cet impact-là avec la direction de l'école. Et puis, il y a le côté aussi staff qui, lui, n'a pas le même portefeuille, mais qui a aussi des attentes finalement en disant nous, de la façon qu'on a consommé, on sait qu'on n'a pas toujours bien fait. Puis aujourd'hui, on a un tournant à prendre. Puis on doit pouvoir vous aider aussi à travailler dans vos assiettes, dans vos restaurants tous les jours.
Il y a l'aspect prix, c'est important. L'aspect santé, très important. Ça, c'est le premier mot. On a fait un survey au mois d'octobre de l'année passée. Et puis, si je classe automatiquement les 3 premiers, c'est les étudiants et les gens de l'école, le staff de l'école, c'est en premier lieu, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on va mettre dans mon assiette? Est-ce que je vais être en bonne santé avec ce que je vais manger? Est-ce que finalement, ce que vous mettez dans l'assiette est de saison? Et puis, le goût, finalement, c'est important. Moi, je suis cuisinier. Et puis pour moi, la valeur goût était très importante. On ne pouvait pas dire simplement on va travailler sur l'aspect nutritionnel et puis sur vos fonctions cognitives pour les améliorer jusqu'à la fin de la journée sans penser que le goût, la couleur, la texture était super important pour nous. Et puis la valeur économique, c'est ce que je disais finalement. Cette valeur économique, elle est très importante. Pourquoi? Parce que finalement, on a ici 2 types de portefeuilles. Portefeuille pour les étudiants, portefeuille pour le staff. Et puis, bien sûr, il y en a qui sont rémunérés, d'autres moins. Et puis, automatiquement, la valeur de ce qu'on met dans l'assiette, ce n'est pas uniquement de l'argent, mais c'est aussi du goût, de la texture, comme je le disais, mais c'est aussi des francs. Ce qui se passait, c'est que dans le passé, avant, on demandait à nos restaurateurs d'investir partout, d'amortir, de travailler sur le visuel merchandising, de former le personnel, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, cette restauration de collectivité, c'est une restauration de grand volume et de petites marges. 40% de ce qu'on vous met dans l'assiette, c'est le food cost finalement. Pour pouvoir augmenter ce food cost, travailler sur ce qu'on leur a demandé dans les 30 premières mesures, IP Suisse, Suisse Garantie, bio, 6% de bio par année, etc. On a dû, nous, EPFL, travailler aussi sur cette valeur économique. Comment? On a racheté tout le matériel de l'école à hauteur de 2,3 millions. Et puis, en rachetant ce matériel, on a repris tout l'investissement, tout l'amortissement des restaurateurs. Et puis encore d'autres endroits où la finance pèserait justement la partie food cost de nos restaurateurs. En faisant cette mécanique, on a permis aux restaurateurs de pouvoir travailler sur des produits de saison, des produits de région, des produits locaux, Suisse Garantie et UP Suisse. Sans cette partie-là, si nous, EPFL, on ne prenait pas une partie de ce qui pèserait l'entier du food cost, automatiquement, ce n'était pas possible. Donc, on a créé ce vrai partenariat entre eux et puis nous en disant nous, EPFL, on va vous soulager, on va vous enlever ce caillou de la chaussure qui vous impacte automatiquement sur le food cost. Et puis vous, ces pourcents que vous allez gagner en plus, vous allez les remettre dans l'assiette pour pouvoir travailler justement sur cet aspect nutritionnel. Donc vous avez vraiment repensé tous ensemble ici à l'EPFL le modèle d'affaires finalement en intégrant toutes les différentes parties et vraiment de comprendre où est-ce qu'on pouvait améliorer, comment est-ce qu'on pouvait améliorer la valeur nutritionnelle mais aussi la valeur financière au final pour les étudiants. C'est exactement ça, Franck, parce que finalement, vous ne pouvez pas simplement dire à votre restaurateur « Ok, on est partenaire, mais c'est vous qui allez payer pour tout finalement ». On devait partager ses frais pour dire aujourd'hui, vous faites une partie du chemin, on fait une partie du chemin, on vous met à disposition toutes ces entreprises, on va grandir ensemble, on va vous soulager cette partie-là pour que finalement vous ayez encore plus de facilité à travailler avec tous ces produits et puis augmenter la partie nutritionnelle de ce qu'on met dans l'assiette et puis revenir sur des produits qui sont logiques dans les saisons, dans les goûts, dans les textures, dans les couleurs, etc. etc. Donc on devait faire chacun un bout du chemin, finalement on l'a trouvé. Magnifique. On parle beaucoup de nourriture, d'assiette. Qu'est-ce qu'aime manger Bruno Rossignol? Qu'est-ce que j'aime manger? Alors moi, je suis assez simple finalement. J'aime les choses simples. J'aime pas les choses compliquées. J'ai travaillé avec tout un tas de chefs de cuisine, de grands chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France. J'ai eu l'occasion d'enseigner encore à l'école hôtelière de Lausanne, travailler dans des boîtes de fous furieux à travers le monde pour des présidents, des ministres, des ambassadeurs, des trucs de… Puis finalement, je trouve que la cuisine la plus simple finalement, c'est la meilleure parce que qu'est-ce que j'aime manger? J'aime manger, je me réjouis de manger un simple morceau de pain qui a une hydratation de 90%, qui sent bon le levain, un joli fromage, un légume frais de saison, des choses qui… Benoît Violier disait, très justement, 2 saveurs maximum par assiette. Le reste, c'est inutile. Et vous avez des grands chefs en France qui disent, la cuisine, c'est pas compliqué, c'est 6 grammes de sel, 2 grammes de poivre. Wow. Je pense que tout est dit. Guy Savoy, il a tout dit. Et puis, après, d'autres encore ont eu des phrases magnifiques comme ça. Mais finalement, moins c'est compliqué, plus j'apprécie.
Donc la recherche vraiment de la simplicité. De la simplicité, du aller droit au produit, travailler sur le produit. Si le produit est bon, finalement, il va vous donner tout ce qui… si vous savez le travailler dans ses températures, dans ses saisons, dans ses textures, dans ses couleurs, le présenter correctement dans ses assaisonnements, finalement, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Plus ça devient complexe, moins ça devient intéressant. J'ai eu l'occasion de travailler au moment de la cuisine moléculaire, dans tout un tas de choses. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se faisait, tout ça. C'est très complexe finalement. J'avais même moi édité des recettes où je mélangeais de la barbe à papa, de la poudre de popcorn, des tubes de foie gras. Wow. Bon, c'était génial parce que finalement on travaillait à l'université de chimie, il y avait des polyphénols qui étaient identiques, c'était des explosions de coups. Mais finalement c'était très complexe tout ça. Finalement, si moi vous me donnez une jolie salade de saison bien faite avec une petite vinaigrette, je suis le plus heureux des hommes à table. Magnifique. En préparant cet échange aujourd'hui, je suis tombé sur un projet qui a été extrêmement médiatisé. C'est celui que vous avez fait avec Daimler et puis les automates. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, dans l'idée, dans ce que je résume en quelques mots là maintenant avec vous, on ne pouvait pas simplement dire à nos restaurateurs, à nos partenaires, vous allez travailler sur tout ce qu'on vous demande, réduire notre impact CO2, augmenter la partie nutritionnelle, travailler des produits de région, de saison, on va reformer vos gens en cuisine végane, végétarienne, on va vous donner Hilton à disposition, etc. etc. Et puis, l'acteur qu'on avait jusqu'à maintenant, que je ne vais pas nommer, toi, tu peux continuer à vendre du gras, du sel et du sucre. Ce n'était pas possible. Donc, je suis reparti avec mon projet. J'avais le projet de monter une vending machine. Finalement, je voulais une vending machine 100% locale. Puis, je me suis dit, ça doit être quand même très compliqué à faire finalement. Puis, en discutant un petit peu autour de moi, en faisant des recherches, il n'y avait rien ou très peu. Il y avait des familles de paysans suisses-allemandes qui avaient déjà développé des choses, mais qu'avec leurs produits. Puis moi, je me disais, dans l'idée, ça serait quand même sympa d'avoir tous ces fournisseurs qu'on a en Suisse romande qui pourraient mettre leurs produits dans nos machines avec une logistique derrière, puis un cahier des charges qui serait à disposition déjà d'une fêtière type Vauplus, comme on a travaillé avec eux après. Donc je suis parti voir ces gens avec qui on n'a pas travaillé malheureusement pour eux dans le passé, il y a 2 ans de ça, puis je leur ai expliqué mon projet. Donc finalement, ils n'ont pas trop cru au projet. Et puis, je sentais qu'il y avait un peu du mou dans leur réponse, puis je me suis dit, je vais reprendre le lead de ce projet-là parce que j'y crois. Et puis, je me souviens, un samedi matin, je suis passé devant chez Vauplus, je cherchais une plateforme où je pouvais trouver du snacking, des boissons, des cafés qui seraient torréfiés localement, etc., etc., avec un cahier des charges derrière. Et je me suis dit, punaise, eux, ils ont tout ce qu'il faut ici. J'étais gratté. Le lundi matin, j'étais chez eux et je leur ai dit, voilà, j'ai un projet. Et j'aimerais avoir une vending machine 100% locale, j'aimerais monter ça avec vous. Derrière, une logistique qui serait mise avec un logisticien X. J'avais déjà rencontré cette société qui n'avait pas trop répondu à mes besoins. Et puis, je lui ai dit, est-ce que le projet vous intéresse? Puis ils m'ont dit, parfait, ça nous intéresse, mais d'abord, on va voir pour les financements. Ils sont revenus 1 semaine après. Donc, c'est assez rapide pour des gens qui travaillent pour le côté administratif. C'est clair. Et ils m'ont dit, bingo, on a encore des fonds qui sont à disposition, on monte le truc avec toi. Puis finalement, c'est le premier endroit où on a créé ce Localomat. Donc, on a créé 5 types de machines 100% locales avec Vauplus, puis une entreprise qui s'appelle Dallmayr. On a rencontré Dallmayr pendant ce travail, à vrai dire, qui avait déjà fait cette démarche à la gare Cornavin à Genève, où ils avaient commencé à mettre des produits GRTA dans leurs machines. Adrian Rensch avait déjà eu l'idée de se dire, mais cette machine finalement, comme elle est là, avec certains produits qu'on voit aujourd'hui qui sont bourrés d'huile de palme, de graisse saturée, elle a vécu sucre, sel, gras, c'est tout ce qu'on trouve. Puis autour de nous, il y a quand même des gars, il y a des locaux qui sont capables de faire mieux que ça, à des prix qui sont aussi compétitifs, et puis qu'on doit pouvoir faire bosser. Donc finalement, on a créé ce Localomat, donc avec une vending machine qui a des produits 100% locaux de boulangerie, de confiserie, de chocolaterie, de pâtisserie. Donc on a notre boulanger qui est à Yverdon, on a notre chocolatier qui est sur Vevey, etc., etc. Puis aujourd'hui, on a créé ces vending machines, donc 5 types de vending machines avec des glaces 100% locales, avec des cafés qui sont torréfiés en Suisse romande, avec des 260 produits au final, 37 fournisseurs. Et puis on a 76 machines pour l'instant qui sont sur la Suisse romande. Très sincèrement, on en aurait eu 300, on n'en aurait pas eu assez. Donc on a eu un problème à cause de cette pénurie aujourd'hui de composants et de matériaux. On n'a pas pu avoir plus de machines que ça. Mais aujourd'hui, vous les trouvez à l'aéroport de Genève, vous les trouvez dans différentes grandes entreprises qui sont connues dans le monde entier, vous les trouvez dans différentes universités, dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Valais, etc. Et aujourd'hui, le next step, ça va être une marque qui va s'appeler Sodici. Puis finalement, ça a tellement grandi en même pas une année
que les 26 cantons vont adopter cette machine au travers d'une fêtière qui s'appelle Régio Garantie. Il y aura 11 000 produits à disposition dans ces machines dans un espace temporel de 3 à 5 ans. Wow. Donc c'est une vraie réussite finalement, on l'a montée pendant le Covid. On a profité du Covid, nous ici à l'école, pour monter ce localomat avec Dallmayr et puis Vauplus. Et puis aujourd'hui, dans le comité de pilotage, il y a les 3 entités qui sont là, on a chacun des missions différentes et on analyse toujours des produits, on change les produits, on fait tourner les fournisseurs et c'est une vraie vitrine pour notre économie locale. Aujourd'hui, Dieu sait si elle en a besoin. On a passé aussi tout l'aspect nutritionnel dedans, donc c'est clair, on a des produits où il y a aussi des taux de sucre qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on trouve dans des machines traditionnelles, mais il y en a. Et puis 100% des produits sont suisses, fabriqués chez nous. On a même des coca qui sont suisses, donc c'est aussi mauvais qu'un cola, on va dire, pour ne pas citer de marque, mais ça remplit la mission parce que aussi, ça fait plaisir aux gens et c'est produit chez nous en Suisse. Donc on a 37 fournisseurs qui sont là, qui ont une vraie vitrine. Aujourd'hui, on a toute la ville de Lausanne qui est en train de faire sortir ses anciennes machines pour remettre des machines, des localomats. On a la ville de Morges qui nous a contactés, on a l'État de Genève. Enfin, c'est une vraie belle histoire, c'est une vraie success story cette machine. Moi, je me réjouis pour les fournisseurs parce que finalement, c'est des gens qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant, qui sont sur une petite niche. Et puis, grâce à cette vitrine de localomat, ils vont pouvoir développer leur chiffre d'affaires, ils vont pouvoir être vus à travers la Suisse, les 26 cantons. On pourrait retrouver des chocolats de Vevey un jour à Saint-Gall ou à Schwytz et d'autres produits qui viendront ici dans le canton de Vaud. Enfin, voilà, c'est une belle aventure. Non, magnifique, très très belle success story, effectivement, c'est hyper inspirant. On entend vraiment des messages d'espoir en fait dans ce changement qui est en train de s'accomplir dans nos assiettes, dans nos verres, et de voir des institutions vraiment driver le changement, vraiment investir, créer de nouveaux produits et incorporer, inclure finalement les agriculteurs locaux, c'est extrêmement inspirant. C'est important. Et finalement, ils sont la source de ce qu'on mange. Ouais. Si on les aide pas un peu, finalement, on passe à côté de quelque chose. On va continuer à manger des choses qu'on a mangées jusqu'à encore quelques années et pour lesquelles aujourd'hui on doit opérer un 180 degrés, pour lequel c'est plus petit. Donc à la base, c'est ces gens-là qui vont nous aider à être meilleurs dans le futur, dans nos assiettes et puis dans nos estomacs. Ah, super. Donc au-delà de ce projet-là, de façon plus large dans vos fonctions, comment est-ce que vous mesurez donc le succès de ce programme à horizon 2030 ? On le mesure par différents endroits. Alors, on le mesure déjà avec tous les KPI qu'on a engagés. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une mesure à l'instant T de tout ce qui est consommé ici à l'école. Alors, je vous ai parlé de la nutrition, de la partie déchets avec Kitro, la partie achat avec Bilong, la partie Contis, justement pour toute la partie fluide. C'est une partie justement qu'on monitore aujourd'hui à l'instant T. On peut aller directement sur le monitorage et puis on voit exactement où est-ce qu'on en est. Donc, on a une map très claire de là où on est aujourd'hui. Puis après, on le monitor aussi en termes de satisfaction, c'est important. Ouais. Et moi, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas dire simplement on va faire tout ça, on va vous mettre des belles assiettes, on va mettre des belles produits, puis finalement, on sera à côté de la plaque. Ça ne plairait pas à notre clientèle. Moi, je considère nos étudiants et puis les gens, les employés de l'EPFL comme nos clients. Et puis finalement, on doit prendre le poumon, on doit toujours être en contact avec eux. C'est pour ça qu'on a créé des copiles, on a créé des food cafés avec eux, on a créé divers moments, divers passerelles, Instagram, compte Facebook, tout ça, pour pouvoir justement, expliquer ce qu'on est en train de faire, puis 2, recevoir aussi leurs messages. Parce que finalement, on est peut-être en train de faire quelque chose et puis on est à côté de la plaque, ça ne leur plaît pas, on n'est pas dans le bon tir, on n'explique pas ce qu'on fait. Et puis finalement, on passera à côté de ça. On a engagé une boîte de com qui s'appelle La Mercerie. Parce que moi, je suis pas… Le monde de la communication, c'est un vrai monde, c'est un vrai job au jeu, c'est un vrai métier. Puis, j'ai pas le temps de le faire. Puis 2, vaut mieux redonner ça à des professionnels. Donc, Mehdi, Yvonne et Alex, c'est eux qui sont chargés de notre communication ici à l'école. Et c'est eux qui ont créé tous ces canaux de communication avec eux. Grâce à ces canaux, on a pu justement rencontrer aussi tous ces gens, en plus des rencontres qu'on avait fait dès le départ, puis dire finalement, ce qui est important, c'est que vous nous renvoyez pendant certains moments, pendant des copiles, pendant des moments food café, etc., toutes vos impressions, vos suggestions, et puis on mesure aussi comme ça la partie de satisfaction, parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche ? Il n'y a pas que de la finance, mais on cherche aussi de la satisfaction du client. Et c'est comme ça qu'on mesure finalement notre travail. Après, au fur et à mesure des mesures
quand comme on monitore toute la partie justement déchets, achats, food, etc., chaque année, on revoit les objectifs avec les restaurateurs. Donc, on les soutient. On ne leur demande pas simplement hey, cette année, les objectifs pour 2022, c'est ça, puis alors à vous de remplir la mission. Non, ils sont soutenus par les entreprises qu'on a engagées. Donc, ils font des bilans. Nous, on est avec eux pour faire les bilans au trimestre, au mois, etc. Et puis, on retend le cadre avec eux quand il y a besoin par rapport à certains déchets qui seraient trop hauts, etc. Puis on mesure comme ça aussi de cette façon. Chaque année, avant l'année, à la fin de l'année, au mois d'octobre, on revoit les objectifs avec eux. On regarde ce qu'on a besoin. Et puis, on crée des nouveaux objectifs justement pour augmenter la valeur nutritionnelle et diminuer notre impact CO2 et relancer d'autres projets avec eux. On est en vrai partenariat avec eux. On doit sentir ça encore. Hein. C'est important. Ouais, on est vraiment au-delà d'un programme scientifique ou stratégique, c'est vraiment une relation humaine que vous recherchez également. Alors il y a ça, puis aussi, comme vous le savez, le PFL, 350 laboratoires, ça aurait été quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser toutes ces datas. Finalement, le PFL est propriétaire de toutes ces datas, et ça c'est important, on l'a voulu comme ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a approché au fur et à mesure aussi beaucoup de professeurs, beaucoup de doyens, on a expliqué ce qu'on faisait, ça a mis du temps dans cette communication. Et puis certains professeurs de l'école, je dirais à peu près sur les 350 laboratoires, comme dit Christian Schwab, le directeur des laboratoires de nutrition, il doit y avoir à peu près 200 laboratoires qui doivent avoir un axe avec ce qu'on mange ici à l'école. Et puis on a expliqué ça à différents profs de l'école, dont le professeur Salaté qui lui travaille sur l'aspect nutritionnel, fonction cognitive, tout ça, et puis avec d'autres. Et on va redonner toutes ces informations, toutes ces datas à nos étudiants, à nos professeurs dans les laboratoires pour qu'ils puissent travailler justement toutes ces informations. C'est une mine, c'est une source d'information juste démoniaque. Puis aujourd'hui, ça serait dommage de garder ça que pour le côté opérationnel. Donc comme on est dans une institution justement qui fait de la recherche, qui forme des ingénieurs, c'est un de ses piliers. Nous, on s'est dit, voilà, on va créer des passerelles, ce qui n'a jamais été fait à l'école, entre le monde opérationnel et le monde de l'académique, recherche scientifique. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a un pôle de personnes avec qui on discute, avec qui on échange, avec qui on a lancé des travaux et encore d'autres qui vont être lancés à partir du mois de juin sur l'aspect nutritionnel et encore bien d'autres projets. Et puis, sur ça, on redonne toutes les datas de tout ce qu'on pompe finalement de nos KPI à ces différents laboratoires, à ces différentes institutions, facultés de l'école. Donc, c'est une belle passerelle qu'on a créée en plus. Et puis, chaque restaurateur dans un futur très proche va avoir une mission avec ce type de laboratoire, justement pour pouvoir encore plus converger les compétences. Finalement, cette convergence de l'assiette, je dirais, jusqu'aux examens ou à la recherche, on sait désormais que la nutrition a un impact sur comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on arrive à trouver des nouvelles idées, comment on est performant au niveau scientifique ou simplement au niveau sportif, etc. Donc ça fait sens en fait, ce projet au sein de l'EPFL d'instaurer vraiment cette réflexion nutritionnelle pour justement continuer ou de permettre à l'EPFL de continuer de performer au niveau recherche et scientifique au niveau mondial. Ça fait sens en effet. Moi, j'étais toujours un peu étonné quand on a démarré ça à l'EPFL. Et puis qu'on était un peu en train d'expliquer au départ, à la genèse de notre projet, on montait ce programme à l'école. Je posais la question innocemment, mais est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne école pour monter ce type de programme, etc. Et les gens me disaient, oui, à l'EPFL. On ne pourrait pas s'attendre d'une autre institution qu'elle fasse ça à la place de l'EPFL. Pour moi, dans ma tête, je voyais ça dans une école hôtelière. Je veux dire, dans toutes les écoles hôtelières qu'on a en Suisse. Je voyais ça dans une institution hôtelière où on aurait pu démarrer un programme comme ça. Puis finalement, après y réfléchir, on a un tel pool d'ingénieurs ici, de cerveaux, que non, finalement, on est à la bonne place. Je pense qu'on est à la bonne place ici. On a vraiment ici 34 restaurants, une montagne de data qu'on peut utiliser, puis derrière, une montagne de puits de science qui vont nous permettre de pouvoir encore augmenter et puis réaliser certaines choses qu'on redistribuera au grand public plus tard. Donc, je pense qu'on est à la bonne place. Puis, oui, aujourd'hui, ça fait sens. Ça fait sens de travailler ici sur l'aspect nutritionnel parce que finalement, ce qu'on met dans l'estomac, c'est votre essence pour pouvoir être plus performant dans le futur. On a ce projet avec le professeur Salaté qui devrait démarrer cette année où on veut analyser un groupe de travail pendant 4 ans, comment ils mangent chez eux, à la maison, ici, à l'école, avec un monitorage, avec Food & You. Et puis finalement, in fine, qu'est-ce qu'on cherche? On veut créer le menu parfait pour des différents moments ici à l'école que étudiants, employés ont, où on a des pics de travail, on a des zones de travail qui sont moins fortes, d'autres qui sont moyennes, etc. Puis ce qu'on aimerait créer, c'est le menu dont vous avez besoin pendant vos examens,
pendant vos temps de sport, pendant vos temps de repos, etc., pour que vous soyez toujours hyper performant avec ce que vous mangez. Donc, in fine, c'est ce qu'on cherche finalement, c'est se dire, OK, avec toutes les informations qu'on va avoir, avec l'analyse qu'on va faire, avec ce qu'on va vous mettre dans l'assiette, ce qu'on cherche, c'est que d'ici 3 à 4 ans, on vous mette le meilleur dans l'assiette pour vous. Donc, comme on travaille avec les athlètes, on vous règle au micron. C'est ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est de vous régler au micron pour que toute la journée, vous soyez performant avec ce que vous mangez finalement. Puis dans vos études, sur le long des années que vous êtes là, vous serez toujours en bonne santé, vous serez toujours au maximum de vos performances grâce à ce que vous mangez. Wow. Performance et nutrition collent dans le milieu sportif, mais également dans le milieu académique, scientifique, finalement dans notre quotidien. J'ai envie de dire merci à l'EPFL, merci à Bruno pour toute cette énergie que vous drivez à mettre en place ce programme qui va en inspirer plus d'un, j'espère. 2 dernières petites questions. Quel est le rêve le plus fou de Bruno? Quel est mon rêve le plus fou? Alors, je ne sais pas si c'est un rêve le plus fou, mais au niveau de ce projet, j'aimerais juste des fois que nos pouvoirs politiques écoutent un petit peu ou entendent qu'il va falloir dépasser certaines pas rancœurs, mais plutôt certaines divergences politiques ou de guerre de chef et puis de se mettre vraiment au boulot si vous voulez vraiment commencer à changer quelque chose dans les assiettes de vos écoles, de vos restaurants. Ces gens-là ont vraiment du pouvoir et ils ont le pouvoir de pouvoir mettre en place ce type de programme. Après, est-ce qu'ils en ont la volonté? Mon rêve le plus fou serait de rencontrer un groupe de politiciens qui seraient prêts à faire ça, de dire nous on a la volonté de le faire et puis de le mettre en place, de faire un projet pilote. On a été approché par le canton de Vaud, par différents cantons. Il y a une belle approche avec le canton de Vaud déjà maintenant avec différentes personnes. Mon rêve le plus fou serait qu'ils disent oui, on est prêt. On va changer ça et puis on va utiliser les compétences de l'EPFL, de tout ce que vous avez fait là pour pouvoir mettre un projet pilote en place et puis voir comment on va pouvoir institutionnaliser cette partie-là avec vous. On a fait un immense boulot. Mon rêve le plus fou serait qu'ils se servent de ça et qu'ils disent on a le truc là, c'est bon, on va pouvoir le mettre en place. On va arrêter d'alimenter dans les écoles comme il ne faut pas. On va vous mettre des saisons, on va vous mettre des régions, on va vous mettre des choses nutritionnellement intéressantes, etc. Ça sera vraiment peut-être mon rêve le plus fou. J'espère que ce rêve s'accomplit. Effectivement, ça ne pourra que driver le changement dans plein d'autres institutions, organisations. On fera en sorte que cette interview arrive aux bonnes oreilles. Justement, pour tous ceux qui nous écoutent en parlant d'oreilles et qui ont l'envie, l'ambition de démarrer un pareil projet avec le retour d'expérience que vous avez déjà de quelques années sur ce programme. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour terminer? Comment est-ce qu'on peut démarrer? Quel est, j'ai envie de dire, le mécanisme, pas forcément parfait, mais auquel il faut faire attention ou comment on pourrait démarrer un pareil projet? Bon, finalement, c'est assez simple. C'est pour des managers, ils vont entendre ce qu'ils entendent en théorie. Finalement, c'est quel est votre objectif finalement? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez donner à vos gens, à vos étudiants, aux employés, à vos clients finalement? Quel est le but que vous voulez atteindre? C'est déjà d'imaginer un but et puis faire une analyse du terrain complète. Où est-ce que j'en suis? C'est vraiment ça, c'est primordial. C'est de dire, OK, aujourd'hui, on analyse le terrain avec des professionnels de dans tous ces départements finalement, que ce soit de la nutrition, des chaises, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Puis dire, une fois qu'on a la big map, on sait qui on est finalement, on peut attaquer sur le terrain. On peut vraiment mettre un calendrier en place, on peut vraiment mettre des objectifs avec les partenaires. C'est vraiment de faire table rase, de dire, OK, qui on est mauvais, c'est pas grave. Mais au moins, on sait qu'on est mauvais, puis de se dire, voilà, on est conscient de ça. Puis une fois qu'on a fait table rase du terrain, on a nettoyé tout ça, on sait, là, on peut commencer à faire quelque chose. Vous voulez savoir juste… Régler de savoir où est-ce que vous voulez aller, jusqu'à où vous voulez lancer votre projet, qu'est-ce que vous voulez mettre dans les assiettes des gens, etc. Puis 2, finalement, c'est analyser vraiment qui vous êtes. Qu'est-ce que vous donnez à manger aujourd'hui, etc., etc. Puis je pense que quand vous avez fait ce travail-là, déjà, vous avez fait une grosse partie du terrain. Ça prend des mois, ça prend vraiment des mois. Puis il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on est mauvais finalement. C'est ce que j'avais dit à notre direction. Aujourd'hui, on n'est pas bon. Puis dans le futur, on sera encore plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'on va encore plus découvrir qu'on était mauvais par rapport à d'autres analyses qu'on va faire. Mais au moins, on a la franchise de dire qu'on n'est pas bon. Puis si vous avez fait tout ce travail de terrain, d'analyse, dans tous les coins de votre restauration, finalement, après, vous avez déjà là une grosse base pour pouvoir évoluer après dans le futur. C'est important. Super. Merci beaucoup, Bruno. Très, très inspirant. Tout cet échange a ouvert mon appétit. Je me réjouis du prochain repas que j'aurai. Et je me réjouis peut-être de partager un repas tout bientôt
avec vous. Merci beaucoup Avec plaisir, Franck. et à bientôt. À bientôt. Merci.